You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de Cold Facts, un horaire un peu spécial, vendredi à 17h, c'est parce qu'on est en mode playoff, mais avant de parler des actes 2 des quarts de finale de National League, priorité à la Swiss League avec la bombe lancée par Blick et confirmée finalement d'une certaine manière par le Tagesanzeiger. De Vos et Hazen auraient signé un contrat avec Kloten en cas de promotion et que du coup les deux Québécois seront sûrs de jouer en National League la saison prochaine. Après on passe à Lausanne qui est redescendu sur terre à Zurich, défaite 5-0, Malguin peut-être commotionné, rien ne s'est passé comme prévu du côté du Hallenstadion. Nos pronostics, on va revenir sur les actes 3 qui se dérouleront samedi. Et puis on termine avec le derby roman, la série qui nous intéresse le plus entre Fribourg et Genève. Genève qui a réussi à revenir à 1-1 dans cette série en s'imposant 3-1 au Vernet. Salut Greg. Salut Jean-Fred, je te vois plus que les gens de ma famille, que ma copine et que mes collègues à force. N'exagérons rien. Deuxième épisode de la semaine, ça fait plaisir de se revoir. C'était une improvisation à l'heure un petit 17h le vendredi, pourquoi pas ? Surtout que y a beaucoup de matchs, ces trucs qui se jouent tous les 2 jours. Finalement, on a réfléchi un tout petit peu au calendrier. Ça nous semblait un peu compliqué de revenir. Il y aurait peut-être eu des séries qui auraient été terminées. En l'occurrence, ce ne sera pas le cas puisqu'il y a un dans toutes les séries de National League, mais... merci de nous avoir écoutés. Ouais. Sur Spotify, SoundCloud, etc. Bonne soirée à tous. Non, avant de parler... Commençons par le tremblement d'Ajoie, ou je ne sais pas comment dire, le tremblement de terre qui a eu lieu jeudi après-midi vers 15h, par là autour. C'est ça. C'est l'annonce dans un premier temps Blick, puis dans un second temps du Tagesanzeiger, donc 2 gros journaux alémaniques, du potentiel ou du transfert en cas de promotion de Kloten, de Jonathan Hazen et de Philippe Michael De Vos à Kloten. Au hasard du calendrier, dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Le début de la série finale de Swiss League, Kloten-Ajoie. Franchement, c'est scripté cette histoire. Ouais, moi alors au-delà de des qualités, on va dire hockeystiques ou tout ça, le timing est fou en fait dans tout ça. Et on pourrait se dire finalement le timing est fou, peu importe que l'info soit correcte ou pas. Pour moi, elle doit être correcte parce que tu l'as dit en introduction, les 2 journaux n'ont pas pour habitude de jeter des choses en l'air. On pourrait avoir un petit pincement, on va dire, quand Blick Alémanique sort ça en se disant est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est juste pour déstabiliser ? Puis après, la validation finalement du Tagesanzeiger qui arrive avec des détails disant que les 2 joueurs auraient même signé en septembre. Là, tout d'un coup, ça devient plus que des suspects usuels. Disons que là, l'étau se resserre vachement autour de l'information comme quoi elle est correcte. Et c'est... Forcément, le timing est dingue, mais j'ai envie de dire que si Blick a eu l'info à ce moment-là, peut-être parce qu'elle a fuité à ce moment-là du côté de Kloten par quelqu'un de la bande et tout, c'est de bonne guerre aussi, quoi. Timing is everything, comme on dit toujours. Et la question évidente qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est à qui profite le crime. Et c'est clair et net qu'entre Ajoie, Kloten, les joueurs, les agents, etc., s'il y a une partie qui est très contente de ce qui est en train de se passer, c'est Kloten. Et là, tu vois, dans le Blick de ce matin, il y a Dino Kessler qui dit en gros, Ajoie devrait envoyer les 2 gars en tribune. Hazen est blessé, on ne sait pas s'il pourra commencer la série finale. Mais toujours est-il, tout le monde fait ses choux gras de cette histoire. Honnêtement, je ne sais pas qu'en penser. Parce que moi, mettons-nous à la place des joueurs. On se retrouve en octobre, apparemment, ou en septembre, il disait le Tagesanzeiger que c'était signé. C'était en septembre l'année dernière. Ajoie n'a pas encore déclaré vraiment vouloir poser un dossier de promotion. La saison n'a pas commencé. Ajoie n'a pas décidé de poser un dossier de promotion.
Les deux, ils se disent, bon, la hype autour de nous, elle est assez haute encore. La saison n'a pas commencé. On a intérêt à assurer nos arrières. Oui, en cas de promotion avec Ajoie, ça va se régler, parce que ça s'est réglé assez vite dans la saison. En plus, la prolongation jusqu'en 2024 et 2025, si je me rappelle bien, pour les deux, ils pensaient bien que ça allait se faire. Mais si ça ne se fait pas, puis qu'ils débarquent sur le marché, on va dire, fin avril, sans la promotion d'Ajoie, mais qu'ils aimeraient quand même jouer en haut, peut-être c'est un peu plus difficile. Donc ils se disent, bon ok, on couvre nos arrières, on prend un contrat avec Cloton en cas de promotion, et on c'est loin, on est en septembre, on verra bien, on se retrouvera en avril. Manque de peau, en avril, on se retrouve avec une finale Cloton à Joie. Les deux qui ont signé dans l'autre club au cas où ils ne montent pas avec leur propre club. Moi, la finalité de tout ça et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et ces deux joueurs ont signé à très long terme à Ajoie un contrat pour y rester. Donc j'ai pas l'impression qu'ils vont arriver sur la glace en se disant je me réjouis d'aller à Zurich, j'attends que ça parce que Ajoie j'en peux plus. Non, ils ont signé à long terme, ils veulent jouer là et ils vont faire en sorte d'aider Ajoie à gagner des matchs. Bon, il y a eu des cas par le passé. Moi, je me rappelle, et je sais qu'il de temps en temps, il nous écoute, mais Alain Miéville, mais vu qu'il a fait des allers-retours entre Bienne et Lausanne, plus que mon collègue Cyril Pache à peu près, mais lui, c'est professionnel, c'est pour venir travailler à Lausanne. Mais une année, il avait signé pour l'un des deux qui jouait pour ne pas... Il affrontait son futur club il pouvait faire descendre son futur club. Avec Lausanne, sauf erreur, dans le barrage de promotion-légation contre Bienne. Et Bienne était en haut et Lausanne en bas. Et Miéville avait signé à Bienne pour la saison suivante et il jouait le barrage. Mais il avait joué un barrage tout à fait normal. Et oui, c'est des situations qui sont particulières. Elles sont inhérentes à notre fonctionnement dans le championnat de Suisse. Et avec ces contrats que tu peux signer n'importe quand, on en a suffisamment parlé. Là, c'est un cas d'école, vraiment. J'ai un cas d'école aussi. Oh, vas-y. Philippe Boson. Exactement. J'étais sûr. En 96, je crois. Moi, on m'a dit 7 ou 8. C'était la saison où Lausanne était montée. Ils avaient perdu un barrage contre Fribourg-Gotteron. Je crois qu'il y avait encore Slava Bikov d'ailleurs dans les rangs fribourgeois. De tête, je dirais qu'il y avait Chamoline dans les rangs fribourgeois comme deuxième étranger. Mais ça, c'est ma mémoire et je ne peux pas forcément que lui faire confiance. Je suis sûr que c'était au mois de février parce que j'étais en camp de ski. Donc je me rappelle avoir dû aller à la patinoire de Lézin pour te dire, pour aller trouver une télévision pour regarder. J'étais tout seul et j'étais parti dans la nuit pour aller regarder ces matchs. Donc je m'en souviens. Il y avait quoi comme confiture au petit déjeuner? Ça, malheureusement, je peux pas le dire. Mais je me souviens très très bien de ce barrage, ou en tout cas de ces matchs contre Fribourg-Gotteron. Et puis après, c'était des matchs contre les Gitzika Lions et Chaux-de-Fonds. Et finalement, le Boson, et je me demande s'il n'y avait pas aussi un Laurent Stellin qui avait signé aussi à Lausanne à l'époque. Mais en tout cas, Boson, on est sûr. Il avait aidé, le Chaux-de-Fonds avait dû gagner 8-3 et il avait fait un match fantastique. Il avait coulé son futur club finalement. Et il était parti jouer en Ligue B, alors que Chaux-de-Fonds montait en Liga. Il était venu en Ligue B avec Lausanne. Il n'était pas resté longtemps, je crois qu'après il était assez rapidement parti à Mannheim. Mais en tout cas, il avait joué ça 100%. Donc, alors, on sait que Boson est un type extrêmement fiable, fier et tout, qui va se donner à 100%. Mais j'ai pas de raison de penser que... Et puis la situation est encore très différente là. Parce que eux, finalement, peu importe qui gagne, ils jouent en National League l'année prochaine. Alors, pour quelqu'un pourrait dire c'est lose-lose, mais en fait pour eux c'est win-win. Alors, pour eux c'est win-win, mais complètement. Alors ils se disent juste, bon, on a tout à gagner. Eux, moi je me mets aussi à leur place. Ils n'ont pas envie de partir, de se faire caillasser la voiture en quittant Ajoie parce qu'ils ont fait de la merde durant toute la finale. Et puis, maintenant, aller à Cloton. Et ils ont construit quelque chose durant de nombreuses années à Ajoie. Pour moi, moi, j'adore cette histoire, qu'on soit clair, parce qu'il y a des choses à raconter. Regarde, la preuve, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Mais j'ai l'impression que, oui, le timing est incroyable en un sens que ça sorte maintenant. Un journaliste alémanique a dit à un de mes confrères, ça fait 5 mois qu'on sait. Alors bon faut croire que le timing que ça sorte maintenant, c'est peut-être pas un hasard, justement. Mais en tout cas, moi, je peux parler que pour mon cas, ça ne m'est jamais arrivé qu'un dirigeant de club me dise « Sors cette info, ça m'arrangerait bien, s'il te plaît ».
C'est jamais aussi frontal. En tout cas, je pense que tu peux... Enfin, toi, ça ne t'est jamais arrivé non plus. Après, est-ce que, comme tu l'as dit en préambule, est-ce que subtilement, tu glisses le mot à un ou deux joueurs qui vont... Bien, c'est un secret, une fois qu'il est connu par plus d'une personne, bah, tu sais que c'est plus un secret. Donc, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas l'impression que ça va être un facteur dans cette finale entre Ajoa et Cloton. Par contre, on l'aime bien, cette histoire. Ouais, j'aime bien le petit truc que tu glisses, par exemple. Simplement dans le fait de dire, bah, on utilise les armes qu'on a à disposition. Si on était en NHL, puis qu'on a une période de transfert qui commence au 1er juillet, admettons, avec les agents libres, tu peux pas négocier de contrat, tu peux pas faire ça. Donc finalement, c'est assez clair. Ça serait presque finalement une sorte de plaidoyer pour dire, arrêtons de donner des contrats trop tôt. Mais on sait aussi qu'en Suisse, c'est pas possible au niveau du droit du travail. Il faut que les gars puissent signer, être sûrs de leur futur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent pas se passer. On peut pas faire du 1-1 avec l'Amérique du Nord. On aimerait peut-être bien dans certains cas. On loue souvent les qualités de la NHL en disant ah ouais, comme c'est bien structuré et tout. Mais on rappelle qu'on parle d'un pays, les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants. Si on ajoute le Canada, ça fait, je ne sais plus combien ils sont au Canada, je dirais 365 millions de personnes. Enfin, c'est impossible, c'est pas structuré de la même façon. Donc à un moment, on est la Suisse, on fait comme on peut. Voilà, on peut signer des contrats quand on veut. Et je trouve que, en tout cas, comme tu dis, caillasser la voiture, ce serait... Et, non, mais on a vu ce qui s'est passé avec la lettre de la liberté, les tags sur les voitures. On se dit que c'est encore possible que les gens maintenant, il y a une certaine émotion qui ressort, il y a la pandémie, il y a des trucs. C'est assez bien de peut-être de dire calmons-nous aussi. Non, mais j'ai dit, je ne pense pas que ça va arriver, ouais. hein, attention. Mais non, mais encore une fois, moi je pense que c'est des professionnels. Et De Vos, depuis qu'il est là, Ezen, depuis qu'il est là, les deux joueurs ont été exemplaires. Ils ont mené Ajoa à des succès, à une Coupe de Suisse, à un titre. Ils vont jouer cette série comme si de rien n'était, je ne sais pas. Honnêtement, ils n'ont pas eu besoin de lire Blick, Tages-Anzeiger et les grandes théories des journalistes sur Twitter pour savoir qu'ils avaient signé à Cloton. Si on est obligé de mettre un conditionnel toujours parce que peut-être que c'est faux, etc. Ouais. Mais alors là, si c'est faux, c'est encore plus simple pour eux. Mais même si c'est vrai, ils le savaient qu'ils avaient signé à Cloton. Je pense qu'ils n'étaient pas drogués ce jour-là. Donc, honnêtement... En plus, le fait qu'il n'y ait pas de supporters, il n'y aura pas des banderoles à Cloton, Vilcromet, De Vos et Hazen. Enfin, honnêtement, moi je trouve que c'est une drôle d'histoire. Elle nous permet d'avoir quelque chose d'autre à raconter, de parler de Swiss League. Bien joué les marketeurs de la Swiss League avec cet épisode digne de Netflix entre Cloton et Ajoa. On parle de National League après ce nécessaire passage par l'échelon inférieur, qui ne sera finalement plus inférieur, puisque un des deux, normalement, devrait monter en National League, mais on va s'occuper des actes 2 des séries de cartes finales, et on va commencer par Lausanne, qui s'est pris une fessée, finalement, à Zurich. On va dire que pendant la moitié du match, ça allait, et puis il y a eu un événement qui a fait tourner le match. C'est pas les 2 buts annulés, un du côté zurichois, un du côté Lausanne en 1 minute, mais c'est la charge de Christian Marty sur Denis Malgin. Denis Malgin restait tendu au sol un moment, et dans la continuité de cette action, Marty va marquer le 2-0. Et on sait qu'en play-off, quand on prend 2 buts d'avance, surtout quand l'équipe est à domicile, c'est clairement le momentum qui change à ce moment-là. Oui, clairement. Pour te dire, moi j'étais donc sur le match Genève-Fribourg, mais j'ai rattrapé le match de Lausanne en préambule de cet épisode. J'avais lu les réseaux sociaux et je voyais parler la première charge de Marty, ceci, mais la deuxième, cela. Puis je me suis dit, il lui a mis 2 taquets, quoi. Puis je vois la scène, puis je dis, ok, ça c'est la première charge. Puis c'est quoi la deuxième ? En fait, j'ai revu le ralenti, puis je vois ce qui a été... En fait, Marty, remettons dans le contexte qui est Christian Marty. C'est un défenseur qui doit faire environ 1m92-93, qui doit faire près du quintal. Et quand il est lancé à plus que 1 km/h, il a une certaine inertie, le bonhomme. Et là, il va charger Malgin contre la bande, effectivement. Et dans son élan, il y a son coude qui scotche la tête contre la bande. Clairement, est-ce qu'il y a faute, pas faute ? À vitesse réelle, moi je dis il n'y a pas faute. Ouais. Moi, j'avais... Et après, tu revois les ralentis, oui. tu dis...
quand même, peut-être qu'il y a un petit quelque chose, ouais, on aurait pu, ça se peut. Mais moi, le coup de première et deuxième charge, c'est impossible. Je mets au défi quiconque de se lancer contre le mur et puis d'essayer de faire encore des gestes et puis de dire je mets encore un coup de coude pendant que je suis en train de me lancer contre le mur. Enfin, ça n'est pas possible. C'est une inertie, il est lancé, il se tourne, il y a le coude qui va avec. Bon, je pense qu'il fait rien pour éviter de lui faire mal, c'est clair. On appelle ça aussi finir ses charges au passage. Là, en l'occurrence, il finit sa charge, mais le problème, c'est qu'il y avait la tête de Malguin entre deux. Tu peux complètement dire ah, là, on met un 2 minutes. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Du coup, tu peux dire 2 plus 10 charges à la tête. Un late hit, par exemple. Ou... Oh, le late hit, ça, c'est saut 2018, à mon avis. Ça, c'est comme la tectonique, quoi. Ça a duré 3 mois, le late hit, puis après, on n'en a plus entendu parler, quoi. Donc non, le late hit, on sait plus ce que c'est. Mais oui, peut-être qu'on peut, sur la base des images, du ralenti, etc., tu dis, ah, peut-être qu'il y aurait pu un petit quelque chose. Mais fine, ma foi, l'action s'est poursuivie 2-0, derrière il y a 3-0, fini, on peut plier les goals et rentrer à Lausanne. Moi, le problème dans ce match, c'est qu'en fait, il n'y a eu aucune réaction à la suite de ce 2-0 lausannoise. Ou alors, il y a eu de la surréaction qui a été, comment dire, l'apothéose de la surréaction, ça a été une fin de match avec Kruger qui prend 22 mètres d'élan pour aller mettre une charge. Il y a Marty qui se dit oh bah tiens, Andrighetto il vient de mettre un but, je vais lui en mettre une à travers la tronche. C'est de bonne guerre, c'est les playoffs, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais Lausanne finalement j'ai pas l'impression que Zurich a joué énormément physique dans ce match. J'ai l'impression que Zurich a fait un vrai gros match de playoff, mais Lausanne n'a pas été capable de réagir. Lausanne a donné l'impression de ne pas forcément être prêt. Alors, il y a des petites... Il y a des petites choses comme, effectivement, il y a l'égalisation de Malguin qui intervient et qui est annulée, à mon sens, logiquement aussi, même si 3 minutes ou 4 minutes entre Fleury et Pietschacek pour aller regarder, demander un autre angle pour voir qu'en fait, Berchi ne fait pas tout ce qu'il faut pour éviter Weber. Mais quand on revoit, en fait, c'est surtout, on voit Ludovic Weber qui repart dans sa cage de manière assez violente. Concrètement, il peut rien faire. Il a pas le moyen de tenter quelque chose d'autre, si ce n'est de bouger un peu les bras pour éventuellement capter un peu. Encore, il est en train de reculer parce qu'il est poussé. Oui, c'est Christian Marty de nouveau qui pousse Berchi sur... et c'est très difficile d'imaginer, de se dire... Berchi, là, tu disais aussi la vitesse. Oui. Est-ce que tu as le temps de te dire, je mets pas le truc. Il essaie de se protéger, il pousse Weber. Bon, bah, c'est un peu, on va dire presque, malheureusement, bien joué de la part de Marty, qui se dit que de toute façon, en poussant Berchi sur son gardien comme ça, l'autre, il n'aura pas d'autre choix que de se protéger et finalement de toucher le gardien, et ça sera pas... Mais je pense même pas que Marty, quand il est à cette vitesse-là, il a le temps de se dire ça. C'est que c'est dans le jeu et qu'on voit, c'est Andrighetto, une minute avant, qui touche Tobias Stephan. Là aussi... Pour moi, alors celui-là, là où le but de pas le but de Berchi, le but de Lausanne, j'y reviens juste après. Le but de Zurich, c'est clair, t'annules. Et dans l'absolu, t'as presque le droit d'aller mettre 2 minutes aux Zurichois. Hein. Presque, t'as presque le droit. Mais pour moi, en tout cas, but, c'est même pas une question. Il n'y a pas but, la décision est complètement juste. Moi, le seul truc qui me dérange sur le but annulé au Lausanne HC, c'est que sur la glace, l'arbitre, il donne le but. Ouais. Il fait le geste, goal. Donc, tu vas à la vidéo pour infirmer ta décision. Et est-ce que cette image est suffisamment concluante pour infirmer la décision ? Parce que si c'est l'inverse, si sur la glace, il dit no goal, et donc il doit se valider, il doit aller infirmer et dire non, mais cette image me garantit que c'est un but valable. Là, c'est l'inverse. Cette image doit lui garantir que c'est un but pas valable. Et c'est là où j'ai un problème en fait avec cette décision. Sur à peu près toutes les autres actions qui peuvent être litigieuses et qui ont peut-être tourné en faveur de Zurich, j'ai pas de problème. Celle-là, moi, je me dis, sur la glace, il donne le goal, donc l'image n'est pas concluante pour l'annuler. Mais au-delà de ça, après, il y aura... Alors, au moment où on enregistre cet épisode, on n'a pas encore d'enquête ouverte contre qui que ce soit. Est-ce que Kruger va être rattrapé par la patrouille ? Peut-être. Il y a Barberio qui met un check dans les côtes de Andrighetto au milieu du deuxième tiers. Là aussi, c'est passé un petit peu sous le radar. Je dis pas qu'il faut le suspendre 10 matchs, hein, absolument pas. Mais est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ? On ne le sait pas. Mais là, j'ai l'impression qu'un peu partout, on est rentré dans les playoffs. Et moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu dans cette série Lausanne-Zurich, c'est que j'ai l'impression qu'on disait sur le premier match, Lausanne gagne. Mais si on se réécoute, on disait, mais Lausanne est quand même
pas mal payés. Ouais. On disait pas qu'ils ne méritaient pas la victoire, on disait ils sont pas mal payés. Le match 2, c'est un peu, ils se font rouler dessus. Et du coup, tu dis, ok, donc si tu regardes les 120 minutes, les 127 minutes de jeu de cette série pour l'instant, bah, tu as quand même une des deux équipes qui fait une bien meilleure impression que l'autre. Et moi, ce qui m'a choqué et ce qui m'a frappé dans le match 2 par rapport au match 1, c'est les ajustements zurichois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe qui a changé des choses. Si tu regardes le powerplay lausannois, il y a eu 4 minutes de powerplay. Les entrées de zone, c'était terrible pour Lausanne d'être capable de rentrer avec le puck ou de dumper et d'aller rechercher le puck, mais d'avoir le puck en possession en zone offensive. Et là, tu vois que Zurich a travaillé sur les entrées de zone lausannoises en powerplay. Et de l'autre côté, le powerplay de Zurichois, moi j'ai l'impression qu'il était autrement plus efficace. Les passes à travers la zone, elles étaient tout le temps, les lignes de passe étaient tout le temps dégagées. Et là, j'ai vraiment l'impression que l'un des deux coachs a plus travaillé ou plus effectué d'ajustements que l'autre. Et pour moi, c'est Rikard Grönborg. Alors, je vais pas dire le contraire. Moi, il y a autre chose. J'espère bien. Il y a autre chose qui m'a frappé, qui va peut-être aller dans le sens de ce que tu dis. C'est que si on regarde des tirs au but, on a Brian Gibbons, 0 tir au but. On a Josh Joris, 1 tir au but. On a Christophe Berchi, 1 tir au but. On a Corey Merton, 0 tir au but. Marc Barberio, 1 tir au but. Charles Hudon. Krakauskas, 3. Hein, voilà, et Charles Hudon, 1. Voilà. Et Malguin 2, mais évidemment, il est sorti. Mais tout ça pour dire que les artificiers, Hudon, honnêtement, hein, je pense que j'ai entendu son nom prononcé 2 fois hier par le commentaire. Par le commentateur. Donc, je le trouvais. Je me disais, mais il est invisible et tout. On sait aussi qu'il fait partie des joueurs. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'en NHL, il n'a peut-être pas eu sa chance. Il a des périodes où son super pouvoir, c'est l'invisibilité, sans doute. Mais que, effectivement, alors quand il arrive, il peut te mettre un triplé. Il a marqué le but lors du premier match. Quand ça joue, mais il faut lui passer le puck aussi. C'est-à-dire que, évidemment, que s'il a 1 ou 0 tir, Charles Hudon, il va pas être très utile à ton équipe. C'est pas lui qui va aller forcément. Il n'a pas le profil du gratteur, du grinder, du gars qui va aller récupérer les pucks, nettoyer pour l'artiste ou bien pour le gars autour de la cage. Non, il faut lui donner le puck sur la palette pour que, et notamment en one-timer pour qu'il puisse envoyer son tir. Là, finalement, si Zurich arrive à bloquer cette relation-là, tu fais en sorte qu'il y a un joueur qui est inutile sur la ligne. Et les autres n'ont pas réussi à reprendre ça. Et que, voilà, dans les étrangers de Lausanne, on attendait quand même, on les a trouvés. Gibbons, on l'avait trouvé bon, Hudon avait marqué. Barberio a fait une petite erreur, ça. Hamilton était solide. Et là, tout d'un coup, c'est descendu d'un cran, j'ai l'impression. Ouais, et le niveau est monté d'un cran aussi, j'ai l'impression. Et pour moi, il y a un joueur quand même qui symbolise ça. Et je dis pas ça vraiment de manière négative, parce que la saison que fait Krakauskas est au-delà de tout ce que même lui pouvait imaginer. J'ai l'impression. Il s'est fait une place dans une équipe de National League, alors que personne ne le voulait en Swiss League, si on réfléchit ou si on se rappelle comment s'est déroulée sa saison. Donc, c'est exemplaire. Par contre, là, tu vois, il a joué plus de 10 minutes quand même. Ouais. Mais tu vois que la scène, elle devient un petit peu trop grande pour lui. Et aux États-Unis, ils aiment bien utiliser l'expression du deer dans les phares de la voiture. Il se retrouve là à plus oser bouger parce qu'il est... Le cerf qui se retrouve. Le cerf dans les phares de la voiture. Et j'ai un peu cette impression en voyant Krakauskas sur la glace. Et le problème, c'est que c'est plus ton 13e attaquant, vu que Boson n'est pas là, mais c'est ton ailier de 3e ligne. Et ça veut dire qu'un de tes membre du top 9, on va dire, ou ton ailier de 3e ligne est un joueur qui est sur une scène trop grande pour lui. Dommage qu'on n'ait pas Antonietti d'ailleurs, je trouve. Je vois qu'il a joué 5 minutes 27, et si on se souvient de Benjamin Antonietti lors de ses premiers playoffs avec Lausanne, c'était contre Zurich. Je ne sais plus si c'était le premier match, mais Lausanne était allé... et Lausanne était 8e de ce truc, et Zurich était donc premier. Oui. Lausanne c'était avec Heinz Ehlers, ils avaient poussé Zurich au 7e match. Une victoire 1-0 sur un but de Bergeron d'ailleurs. Lors de ce match dont je me souviens avec Benjamin Antonietti, il y avait Daniel Bong, et Benjamin Antonietti, je crois qu'il avait marqué 2 buts d'ailleurs. Et il était en première ligne. On était des fois assez étonnés de le voir en première ligne, les suiveurs à l'époque, en disant ah tiens, Antonietti à ce niveau-là, il avait complètement répondu présent sur un match de play-off. Peut-être que là,
il est temps de mettre Krakauskas en 13e pour si jamais il y a une blessure, ou en tout cas pour amener peut-être un peu d'énergie si jamais ça manque, mais de laisser un gars qui a de l'expérience comme Benjamin Antonetti, qui va quand même encore assez vite, c'est pas le plus lent des joueurs, qui a un peu plus d'âme peut-être aussi que Krakauskas, puis simplement qui a plus d'expérience, puis qui est peut-être meilleur techniquement aussi que Krakauskas. Exactement. Puis en fait, juste pour terminer, si tu compares la troisième ligne zurichoise, bah t'as Ryan Lash, Justin Sigris qui en est à son deuxième but en 2 matchs, et Timo Rautiainen. Je suis un petit peu moins convaincu par ce joueur. Bien sûr. Et derrière, t'as Pedretti chez Pivic. Et c'est là où je trouve que il manque justement ce deuxième rideau lausannois. Et c'est un peu compliqué. Maintenant, la bonne chose ou la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 1-1 dans la série et que Lausanne, pendant une moitié de match, n'est pas ridicule à Zurich. Il ne faut quand même pas être trop négatif. Toujours est-il que Zurich a joué un gros match. C'est le match d'une grosse équipe. Et Lausanne n'a pas encore joué un gros match durant cette série. Par contre, ils ont gagné un des deux. Maintenant, la vraie question, ça va être est-ce que Malguin est sur la glace pour l'acte 3 ? Parce qu'alors, on parle d'avoir déjà un Krakauskas sur l'aile d'une troisième ligne, que c'est déjà un peu limite. Si tu enlèves encore ton centre numéro 1, ça veut dire qu'il va falloir faire des ajustements. Est-ce que Tim Boson pourra revenir ? S'il n'est pas sur la glace le jeudi, j'ai tendance à me dire, je ne vois pas pourquoi il serait là le samedi. Mais bon, s'il a une commotion aussi, c'est tellement dur. Voilà. C'est tellement dur de pouvoir avoir un plan précis, disons. Même si on nous parle de légère commotion dans le cas de Boson. Alors, c'est de nouveau, on a l'impression qu'on ne peut pas tirer de plomb sur la comète, mais quand on nous dit c'est une légère commotion, ça veut déjà dire qu'on a une gradation. Oui. Et qu'on a l'impression que le joueur est pas si loin que ça d'un retour, mais on peut pas se permettre de prendre des risques avec ces saletés de commotion, quoi, pour le bien-être physique des gens, quoi. Ce qui est par contre une bonne nouvelle, alors certes Andrigetto marque 2 buts en powerplay, mais c'est que la première ligne zurichoise a pas marqué de but sur ce deuxième acte. On se rappelle que sur le premier, il y avait Prassel qui avait marqué sur passe de Andrigetto. Mais là, le but numéro 2, c'est Marty, on en a fait suffisamment parlé avant, mais c'est la ligne de Hollenstein. Le 3, c'est la quatrième ligne avec Pedretjevic. Le 4, c'est celle dont je parlais avant, Sigrist et Lash. Donc le duel des premières lignes, pour l'instant, tourne pas à l'avantage de Lausanne, mais quand même, en fait. Si tu arrives à couper la première ligne de Zurich, c'est quand même déjà une bonne chose. Et je parlais abondamment après l'acte 1 de Fribourg-Genève, en l'occurrence, vu que c'était le match à Fribourg, que le duel de la première ligne avait été gagné par Fribourg, parce que derrière, ils avaient suffisamment de profondeur pour gérer les lignes 2, 3 et 4 face à Genève, sur l'acte 1, je précise. Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé là concernant Zurich. C'est OK, vous arrivez à nous bloquer Andrigetto Rowe sur le jeu à 5 contre 5, mais derrière, on met 3 buts avec nos autres lignes. Vous, 0. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, et je vais en tout cas pas mettre la raison ou le blâme sur Tobias Stephan de cette défaite 5-0. Surtout le 5e, c'est pas lui, il est changé après 4, sauf erreur. Mais avant les playoffs, on disait Lausanne a la chance de pouvoir compter sur 2 excellents gardiens, mais ce sera probablement, voire très 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 probablement Tobias Stephan devant le filet au début de la série. C'était le cas. Tu fais quoi maintenant après un match 2 où j'ai la réponse et je pose la question, on en a beaucoup parlé avant la série, hein. Mais après un match 2 où Stephan a pas fait d'arrêt déterminant, ou n'a pas fait les arrêts déterminants parce qu'il n'a pas été aidé par sa défense, vu le volume de shoot zurichois durant, en tout cas, un deuxième, surtout les 2 premiers tiers. Ouais, mais c'est 39-25, je crois. Exactement. Final. Tu fais quoi vu que c'était une thématique avant la série, thématisons maintenant. Tu sais, je vois ton sourire, je sais que de toute façon, on sera, je suppose, d'accord, on repart avec Tobias Stephan. Pour moi, c'est une évidence. Ce serait le message le plus mauvais à donner. Tu fais une partie moyenne, en plus c'est pas comment dire, il y aurait 3-1 pour Zurich. Tobias Stephan n'est pas déterminant sur 3 matchs, et tu te dis il faut que je change quelque chose, et à ce moment-là tu prends la décision de mettre un autre gardien en disant on tente avec Boltzhauser, on va voir si les gars font un peu plus confiance, je pourrais l'entendre. Là, non, tu pars avec Tobias Stephan, tu l'avais dit en préambule lors de l'autre épisode, grosse expérience,
Même si on sait que c'est peut-être pas le gardien le plus fiable, non, mais en play-off, et ça c'était Klaus Saug qui aimait bien le dire, il avait jamais gagné de titre, puisqu'il était allé au 7e match avec Genève. Ce à quoi on avait quand même rétorqué, pas que ce soit un blanc-seing à Klaus Taug, Non, ce à quoi on avait quand même rétorqué, les gardiens qui ont gagné des titres ces 10 dernières saisons, ils s'appellent Leonardo Giannoni. J'exagère et Flueller, évidemment, à peu près, ouais. j'exagère forcément, mais si le seul critère pour dire qu'un gardien est bon ou pas, c'est est-ce qu'il a gagné un titre dans sa carrière, ça m'a l'air un tout petit peu léger comme argumentaire. Bah, on peut aussi enlever Reto Berra, du coup. Complètement, ouais. Alors, il est non. nul, et puis tous ceux qui n'ont pas gagné un titre, ils sont nuls. Voilà. Ça me semble un peu léger. Par contre, il a l'expérience et je suis complètement de cet avis. Hein. Mais vu que c'est une des forces de Lausanne, c'est de compter sur deux excellents gardiens, tu fais quoi maintenant? Comme je disais mercredi, concernant Genève en l'occurrence, mais ça marche aujourd'hui aussi, personne n'a gagné à l'extérieur dans cette série. 1-1, on joue au best of 5 maintenant, tu repars finalement à la maison avec aucune pression supplémentaire que mardi dernier finalement. Tu as gagné ton match à la maison, tu as mis la pression à Zurich. Zurich a parfaitement réagi, te remet la pression, c'est un ping-pong jusqu'à la première équipe qui craque. Ou pas, et tu gagnes 4-3 ta série. Mais il n'y a rien à paniquer du côté de Lausanne. La seule panique, entre plein de guillemets, je l'ai fait avec les doigts pour toi du coup, parce qu'on n'est pas encore filmé. Hein. La seule panique, entre guillemets, que je n'ai pas refait avec les doigts cette fois, c'est est-ce que Denis Malgin sera sur la glace. Et s'il n'est pas sur la glace, là, on a un vrai problème du côté de Lausanne. Et puis, on se demande si lundi, vu qu'on pourra accueillir un petit peu de monde, est-ce que les clubs vont mettre 50 personnes? Est-ce qu'ils vont autoriser 50 personnes à venir dans la patinoire? Alors, à certains endroits, on va devoir baisser les gens. On va devoir dire, écoutez, on était 70 à huis clos. Maintenant, on a le droit qu'il n'y a plus qu'à 50 personnes. Donc, écoutez, les 20, là, je suis désolé, hein, mais il ne faut pas venir à la patinoire. Sérieusement, moi, j'aimerais quand même une fois compter les gens dans les patinoires dans ces matchs à huis clos. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Alors, on vous l'avait dit, on n'avait pas trop l'envie de brusquer nos pronostics pour les actes 2. Donc, on a décidé de pronostiquer sur les actes 3. Si on se réfère à la semaine passée, on avait fait les matchs du lundi. Donc, Greg, toi, tu avais parié sur Lausanne à Rapperswil et ça s'était mal passé. Et puis, moi, chanceusement, j'avais parié sur Genève. Talent. Sur Genève contre Lugano, c'était passé. Là, C'était pas de la chance, je suis pas d'accord. Non, vraiment. Mais on a l'impression que c'est vieux. Pour dire, Alors, on ça, a c'est l'impression vieux, que mais- c'était une autre Mais vie. c'était pas de la chance. C'était très bien vu. Et là, on a donc nos 4 matchs des actes 3. On revient en configuration où ce sont les 4 premiers qui ont l'avantage, enfin ceux qui ont l'avantage de la glace, chez qui ça va se jouer. Oui. J'avoue que si on peut juste parler un tout petit peu de ce qui s'est passé jeudi soir à Berne et C'est l'endroit. à Rapperswil. Wow. Alors j'avoue que je me suis bien planté parce que j'avais mis un petit quelque chose. Et j'en ai pas eu pour mon argent pour le coup, puisque je me suis fait bien rouler. J'imaginais quand même que Zug pourrait faire quelque chose. Je dis pas que Berne était mauvais, hein, mais j'étais en fait plus que Berne Zug. J'avais pensé que Lugano pourrait quand même nous sortir quelque chose contre Rapperswil, surtout que Tchervenka était pas là. Bien raté, bravo Jean-Fred. 4-1 pour Rapperswil. Je pense que t'es pas le seul. Hein. Mais alors du coup, je pense que je vais partir. Alors, il faudra voir les cotes, mais Je les ai. Mais tu vas me dire, oui, mais alors il faut que tu mettes avec 12 buts d'écart. Tu nous mettras un petit handicap en tout cas, ouais, je pense. Pour Lugano. Combien? Lugano est à 1,50 en victoire en 60 minutes. Ouais. Et Lugano avec un handicap est à 1,85. Ouais. Bon, je sais que tu vas pas aimer parce que c'est pas plus que 3, mais moi, 1,85, je me dis si on peut quand même donner un pari positif aux gens. J'avoue que là, pour le coup, je pense que la bande à Pelletier va profiter d'avoir le dernier changement à la maison. Ça va taper un peu du poing sur la table en disant non, mais quand même, les gars, on n'a pas le droit de perdre comme ça contre Rapperswil, même si Rapperswil, chaque fois qu'on aime bien les mettre en bas, ils nous prouvent, et ça prouve aussi que Jeff Tomlinson, moi, je comprends pas encore comment il n'y a pas quelqu'un, un club en ce moment qui n'a pas d'entraîneur, ou alors peut-être que ça a été signé et que ça n'est toujours pas dévoilé. Mais je me dis que semaine après semaine, il prouve de plus en plus que c'est un entraîneur qu'on aimerait bien avoir avec une équipe mieux classée que Rapperswil, avec quelques armes en plus.
J'ai l'impression que c'est pas comme Heinz Sellers où on a toujours un peu de peine à imaginer Heinz Sellers avec l'Armada Zougoise en se disant est-ce que ce serait le type d'entraîneur pour ce type d'équipe. Alors moi, chaque fois que du côté de Lausanne, on me lançait sur ce sujet-là, et me lance pas sur le sujet Heinz Sellers, mais quand il était entraîneur en Ligue B à l'époque et qu'il avait des bonnes équipes de Ligue B, il avait des bonnes attaques. Donc finalement, oui, il a été catalogué entraîneur ultra défensif et maître de la défense, mais pourquoi ? Parce qu'il était d'abord à Lausanne, une équipe de Lausanne qui était plus besogneuse que talentueuse, et après il était à Langnau, une équipe qui est plus besogneuse que talentueuse. Donc si tu veux faire du grand jeu champagne à Langnau, faut se lever quand même assez tôt, et je conçois que, bref, on s'est complètement égaré, mais moi, effectivement, je vais pas partir sur le même match que toi. La simplicité, entre guillemets, serait de se dire on part sur Zug qui en met une à Berne, mais moi je n'arrive pas à me prononcer sur cette série. Et Zug est encore moins bien coté que Lugano, ils sont à 1,40 actuellement sur le site de la loterie romande Jouer Sport. Moi j'aime bien Zurich en fait, sur ce que j'ai vu dans le match à Lausanne. Si en plus Lausanne joue sans Denis Malgin, je pourrais imaginer le jouer de Zurich. Alors, j'ai un peu le petit ange sur l'épaule droite qui dit méfie-toi, mets pas des handicaps, joue parce qu'on peut parier match, donc prolongation et tir au but, pas tir au but, prolongation inclus à 1,90. Après il y a le petit démon sur l'épaule gauche qui dit ouais mais joue le handicap à 3,55, c'est plus rigolo. Et la vérité est dans le juste milieu si ça se trouve, et peut-être partir sur Zurich gagnant 60 minutes à 2,55. C'est une assez belle cote. Sachant que c'est vraiment pour moi un coin flip, c'est 50-50. Et si un match qui se joue à 50-50, si la cote est au-delà de 2, pour moi ça vaut la peine. C'est une cote qui est suffisamment haute pour qu'à long terme ce soit un pari bénéficiaire. Ça ne veut pas dire qu'au coup par coup tu es gagnant, mais sur le long terme c'est une bonne nouvelle. Donc il y a de bonnes chances que je parte sur Zurich. Si par hasard je craque et je me mets le handicap, il ne faudra pas m'en vouloir, mais allez. Ce sera sûrement Zurich en 60 minutes. Le visuel définitif sera très probablement sur nos réseaux samedi matin. Pas la première heure, faut pas déconner, mais samedi matin. Et puis, on vous rappelle aussi qu'avec le code COLD10, COLD 10 en un mot, sans espace. Voilà, vous pouvez bénéficier de 10 francs de paris, en fait, si vous avez déjà un compte ouvert à la Loro. Donc... Sur mes derniers paris, ça veut dire que si tu mises 10 francs sur ce que je fais, tu perds rien parce que t'as le bon qui couvre mes conneries. Donc c'est parfait, non ? Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On termine par la série qui nous tient en haleine parce que y a les deux clubs romans. C'est Genève-Fribourg, victoire de Genève 3-1, 1-1 dans la série. Comme on a dit qu'il y avait 1-1 dans toutes les séries, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 1-1 dans celle-là, qui est vraiment, au final, celle qui a été la plus disputée sur ces deux premiers matchs. Il n'y a pas eu de victoire. Ce 3-1, ce n'est pas une victoire nette, clairement pas. Et s'il n'y avait pas eu le but de Tom Ernest à la 52e, est-ce qu'on ne serait peut-être pas parti vers des prolongations ? On ne va pas imaginer les choses qui ne se sont pas passées, mais je me disais que ça pouvait être un match qui allait en prolongation. Oui, je suis assez d'accord avec toi. À une nuance près, c'est que Fribourg a fait un deuxième tiers monstrueux en termes de volume de shoot, en termes d'exécution. C'était vraiment très très beau à voir. Et ils ont moins bien commencé le troisième tiers, mais c'est Fribourg qui se crée la plus grosse occasion avec le poteau de Julien Sprunger, 47e. Et là, il y a 1-1. Et à ce moment-là, je pense que les fans genevois se sont dit qu'est-ce qui est en train de nous arriver là ? Parce que Genève a bien commencé son match et est venu très physique dans cette rencontre, beaucoup plus que mardi soir. Noirud était sur la glace, alors c'est pas un joueur qui fait tout, mais c'est quand même lui qui allait mettre la première boîte, c'est lui qui allait brasser la première fois contre Di Domenico, il l'a sorti du match pendant 2 minutes, il s'est sorti lui aussi, mais il a donné le ton du match à ce moment-là. Et Genève est venu très fort. Et durant le premier tiers, c'était clairement Genève l'agresseur. Et quand tu arrives à la première pause à 1-0 pour Fribourg, tu te dis ok, on a contrôlé les dégâts. Tout va bien, on est où on voulait être. Deuxième tiers était très, très, très solide. Mais Fribourg n'a pas été capable, justement, à ce moment-là, de passer l'épaule. Ils ont juste pu égaliser par Motet sur un puck récupéré en zone offensive. Est-ce qu'il y a faute, pas faute sur cette action ? T'en penses quoi ?
en voyant la réaction de Tom Ernest, il lève les bras en disant non, mais là, quand même. Et je regardais, on a vu le ralenti à multiples reprises. Je me disais, ouais, mais j'ai l'impression que c'est un geste de frustration. Ma foi, il a voulu jouer au malin et Motet a été un tout petit peu plus malin que lui. Ce qui ne m'étonne pas de la part de Deharne et Motet, qui sont des joueurs qu'il ne faut pas trop laisser ce genre de choses. Ça montrait aussi que Fribourg était agressif dans le bon sens du terme. Il y avait du forechecking, ils allaient les embêter à la relance. Et pour moi, c'est plus une bêtise de Tom Ernest. Ma foi, ça lui arrive. Hein. Il porte le puck sur sa palette, souvent. De temps en temps, il est capable de dribbler tout le monde et puis d'aller marquer un but comme il le fait des fois en prolongation, des choses comme ça. Et puis des fois, ça se passe comme ça. Il s'est bien rattrapé en marquant le but. D'ailleurs, gagnant. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est tu as parlé d'Honorat Rod. Je l'ai noté dans mon papier. C'est que il me semble qu'il est sur la glace pour le 1-0 de Smirnov. C'est lui qui met la pression sur Gunderson, voilà. qui fait l'autogol en fait. Exactement. Et là, il est devant le but. Et je me suis dit, tiens, entre la première charge pour donner le ton et les deux implications sur les buts, qu'est-ce qu'il est utile à cette équipe? Et il le fait de manière intelligente et il a cette énergie. Et on se demandait si, justement, Richard et Rod pouvaient revenir. Bon, bah, Richard, non, visiblement pas encore. Rod, oui. Alors qu'on pensait que ce serait l'inverse. Au passage. Et il a amené quelque chose. Et il a ce rôle de capitaine. Et en voyant tout ça, je me suis dit, je comprends pourquoi Patrick Fischer, quand il fait son équipe de Suisse, il va prendre un Noah Rod peut-être avant d'autres joueurs qui marqueront peut-être plus de buts. Mais il se dit, lui, je sais qu'il va être... il va être là, c'est un guerrier. Qui va aller faire les petites choses qui font mal. Ouais, exactement. Et qui comptent. Je suis d'accord avec toi. Et pour cet acte 2, Patrick Hamon avait un petit peu modifié ses lignes. Et il avait recréé, entre guillemets, la Vermin, Richard, Rod, en mettant Vermin, Fer à la place de Richard et Rod. Mais il a remis ses deux alliés internationaux sur une ligne qui a quand même un peu plus de corps que ce qui a été proposé mardi à Fribourg. Et ça, c'est un ajustement assez intéressant. Puis derrière, tu te retrouves avec Moy Cast et Miranda. Mais vu que les dégâts avaient été faits par d'autres lignes, tu n'as pas besoin que cette ligne 3 ou cette ligne 4, même Montandon, Berton, Patry, te fasse la différence. Et quand tes gros canons, comme on dit en playoff, marquent des buts, en l'occurrence, c'est Smirnov, mais c'est Rod qui vient faire la pression, c'est sur un power play. Et après, en fin de match, tu as Tom Ernest depuis la ligne bleue avec Rod qui est au bon endroit. Et ça te change un peu, ça change tout finalement. Et moi, j'ai bien aimé le match genevois durant ce match numéro 2 de Genève Servette, dans l'implication physique d'une part, mais dans la justesse physique d'autre part. Et on peut faire un parallèle avec Lausanne alors il y a peut-être un peu de frustration qui est venu rajouter une couche sur le physique. Quand tu veux être physique mais que tu es frustré, ça peut te faire un peu déraper ou aller dans l'excès. Là, Genève avait un plan de match, a dit on veut être l'agresseur durant 60 minutes. Ça n'a pas été possible parce que tenir le premier tiers, le Genevois, le tenir sur 60 minutes, il faut se doper. Tu peux pas jouer 60 minutes à ce rythme-là. Par contre, Genève avait décidé de mettre le ton, d'être l'agresseur. Et je me demande maintenant comment Fribourg va réagir. Si tu te rappelles, mercredi, on a beaucoup parlé d'ajustement, de match-up de ligne, etc. Et j'ai l'impression que c'est sur ce terrain-là que voulait partir Christian Dubé. Le terrain du coaching, le terrain de je pars avec telle ligne, donc voilà que vas-tu devoir, comment vas-tu répondre à ça? Et Genève n'est pas rentré dans ce jeu-là. Genève est rentré dans le jeu du vous voulez jouer pas au petit malin, vous voulez jouer au tactique, et nous on vient et on joue physique. Et maintenant, à vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et c'est là où ça va être passionnant de voir samedi la réaction fribourgeoise. Avec un Christian Dubé qui aura l'avantage d'être à la maison, donc de pouvoir matcher les lignes. Ça va être vraiment chouette de voir ce que Aymon va pouvoir proposer, comme tu dis. Je suis quand même surpris en regardant les temps de jeu de voir que Denis Smirnov, il a 1,48 et 1,48 c'est tout, et en powerplay. Voilà, il a marqué son but mais il a qu'une 48. Winnick 23-34. Je me demande de nouveau, est-ce que au bout d'un moment, tu sais, de le baisser peut-être de 4 minutes, ne serait-ce que 4 minutes, ça paraît peut-être énorme sur un match, mais ou pas beaucoup, ça dépend. Mais si tu sur
peut-être 3 matchs, tu enlèves 4 minutes, ça fait 12 minutes, ça fait quasiment comment dire, même pas un demi-chiffre, un demi-match, ça fait un peu plus même. 2 tiers d'un match. Et Omar qui a de nouveau joué 22 minutes 22. Ouais. Là, j'aimerais bien que ce soit peut-être un peu mieux égalisé. Rod est à 19, Moy est qu'à 10 minutes, Vermin est à 21, Miranda est qu'à 12. Alors, on a l'impression que on tire un maximum sur les meilleurs joueurs. Après, je te répondrai que Dernet à 22-30, Mais oui. Stolberg est à plus de 20 minutes. Et dans le même ordre d'idée, de Bougro est à 3 minutes, Schmitt est à 6 minutes. Et finalement, si tu te retrouves face à une équipe qui a le même problème, entre guillemets, à faire jouer ses lignes 3 et 4, bah, c'est une bonne nouvelle pour Genève, finalement, de dire... Au début de série, on se disait, est-ce que Fribourg va justement être capable de jouer ses lignes 3 et 4 pour user un peu plus Genève qui va beaucoup tirer sur les mêmes individualités? Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on en est là, justement. Si Genève tirait autant sur les individualités comme ça, mais se retrouvait face à Zurich, comme on disait avant, où tu as une quatrième ligne avec des Pedretti, des Vic et des gars comme ça, ou face à Zug, par exemple, qui a une quatrième ligne qui tient vraiment la route et qui peut jouer 8, 9, 10 minutes, il y aurait un problème pour Genève. J'ai l'impression que dans cette série contre Fribourg, finalement, et contrairement à ce que nous on croyait peut-être avant la série, ça va pas être un facteur. Tu as dit aussi en préambule que Genève était venu fort en étant physique et en essayant de se contrôler. Les émotions n'aident pas justement faire trop de pénalités. 4 fois 2 finalement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pendant le troisième tiers, 0 fois 2 de chaque côté. Donc aussi pour se dire, il y avait 1-1, faut surtout pas donner une occasion à l'adversaire supplémentaire de prendre l'avantage. Et finalement, Genève a réussi à trouver la faille sur ce tir de Tom Ernest, mais ça s'est fait à 5 contre 5. Il n'y a pas eu une situation, on n'a pas offert quelque chose de différent à Fribourg ou à Genève. Je trouve que c'est bien. Et à nouveau, pour terminer, je pense, sur Genève, avant de passer un peu plus sur l'aspect fribourgeois de cette rencontre, ça devient presque un peu lassant à force, mais on peut mettre en avant quand même le gros match de Gauthier Desclous, à nouveau. Parce que si Fribourg n'a pas été capable de faire la différence durant le deuxième tiers, alors que Fribourg a beaucoup shooté, c'est 21 shoots dans le deuxième tiers. Fribourg, il y en avait eu 3 dans le premier, c'est assez rigolo de voir les dynamiques, c'est 12-3 au premier tiers et 8-21 dans le deuxième. 21 shoots, ça veut dire que tu as plus d'un shoot par minute pour Gauthier Desclous. C'est solide et il a été très 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 solide malgré le but de Motet, mais là il n'y peut rien, il se retrouve avec Motet qui est seul à 2 mètres de lui, forcément ça part au bon endroit, mais à part ça, ça a nouveau été du très solide Gauthier Desclous. Si on passe à l'aspect fribourgeois de ce match, moi j'ai presque envie de saluer un joueur qui m'a vraiment impressionné, et quand j'ai après regardé plus en détail les tirs, au-delà de l'aspect, moi c'était d'abord comme ça de base, je me suis dit il est bon, puis après j'ai encore regardé, je me suis dit non mais vraiment il est très bon, c'est Dave Souter. Je sais pas ce qu'il a mangé ces temps, mais il prend un volume et il soutient l'attaque, je trouve qu'il déclenche juste, et je me suis dit mais à un moment, on parle quand même d'un défenseur qui était au championnat du monde en 2018. Donc, ça vient pas de nulle part. Quand il y a eu la signature à Fribourg, j'étais pas vendu au truc parce que je me rappelais de ces années à Zurich, ces dernières années où on lui donnait assez peu de glace finalement. Il était très bon avec Bienne parce qu'il avait des responsabilités. On pensait qu'il allait franchir un pas à Zurich. Ça s'est moins bien passé, mais au moins il a tenté quelque chose. Voilà, il se relance finalement à Fribourg. Pendant la saison, c'était pas. Je pense que c'est un des défenseurs dont on a le moins parlé. Il faisait pas forcément de grandes bêtises. On aurait peut-être pu parler de lui dans le sens où c'est pas le plus rapide des défenseurs, forcément, étant donné sa taille et son gabarit. Et puis là, tout d'un coup, il appuie, il lance au filet. Alors que c'était peut-être pas ce qu'on attendait de lui, mais là je me dis
on a vraiment presque... après Gunderson, j'aurais presque tendance à dire que le défenseur numéro 2 de Fribourg, c'est Dave Souter en ce moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il a joué près de 20 minutes à Fribourg. Il a joué en box-play. Il joue pas de power-play. Mais comme tu dis, il appuie l'attaque. Il a confiance en lui. Il monte le puck un peu plus qu'en saison régulière. Et oui, ce début de série de Dave Souter, alors est-ce que c'est exacerbé par le fait qu'il a marqué ce but et puis on l'a peut-être un peu plus vu, et donc hier dans le match contre le match numéro 2 à Genève, on s'est dit ah dis donc, en plus de son but il a été encore meilleur. Mais moi je suis de ton avis, je devais faire les 3 étoiles pour la chronique qui paraîtra sur le matin dans d'ailleurs 17h, ouais c'est déjà sorti en théorie, la chronique de Cyril Pache sur le site du matin. Je vais faire les 3 étoiles et je l'ai mis en 3e étoile Dave Souter parce que je trouve vraiment qu'il a fait un tout gros match. J'ai hésité avec Samuel Walser que j'ai trouvé excellent dans ce match numéro 2. Il a gagné quasi tous ses engagements. Tout, quasi. 14 sur 20. Ouais. C'est énorme, 14 sur 20. Ouais, c'est 70%, ouais. Ouais, c'est beaucoup. Et avec un volume, c'est pas 170%, il faut quand même qu'il y ait un volume. Mais 14 sur 20, c'est énorme. Il a joué en box-play. La paire d'attaquants Walser-Jörg en box-play, c'est vraiment très très bon. Et moi, je le trouve sous-coté, je sais pas, mais je trouve que si, mais on disait en début de saison, sauf erreur, que si Walser est ton centre numéro 3, t'es bien. Si tu comptes sur lui pour être ton centre numéro 2, je pense que c'était une des erreurs au moment de son embauche, c'était ce que croyait Christian Dubé. C'est qu'il allait se développer dans ce rôle de centre numéro 2 parce qu'il était au port de l'équipe nationale. On en a suffisamment parlé chaque fois qu'on parle de Walser, donc on rappelle ça. Mais là, maintenant, dans cette niche de troisième centre, défensivement très fiable, capable maintenant quand même d'appuyer aussi l'attaque, d'amener quelque chose offensivement. Et si en plus il gagne ses engagements comme il l'a fait dans ce match numéro 2, et durant la saison il était à un peu plus de 50% quand même, donc il gagne ses engagements globalement. Walser, c'est un atout pour Fribourg-Gotteron, et justement, et c'est là où moi je pense que le counter-move, on va dire, de Christian Dubé doit venir justement de cette profondeur, d'aller un peu plus jouer avec ses lignes 3 et 4 face aux lignes adverses pour amener un peu plus de fraîcheur dans son équipe et d'user Genève Servette avec, on le rappelle, un match tous les 2 jours. Ce qui est bien du côté fribourgeois, forcément, c'est que le buteur s'appelle Kylian Motet, avec David Desharnais à la passe. On a besoin à Fribourg que ces joueurs étoiles marchent bien. Là, en ce moment, c'est le cas. Et on a vu le but de Motet, ça lui a fait plaisir. Alors, il est de toute façon très démonstratif quand il marque un but, mais oui, on a senti que voilà, c'est un but en play-off et c'est l'égalisation, donc il donne un petit coup, un petit boost d'énergie à ses coéquipiers. Il y a un joueur qui commence, alors lui, il a, je pense, à peu près trouvé tout le pourtour de la cage pour l'instant, mais il n'a pas encore marqué, si je dis pas de bêtises, c'est Julien Sponger. Il y a bien un moment où ça va pas taper le poteau et la latte et puis que ça va rentrer. Hein, ouais, je suis d'accord avec toi. Il se crée des occasions, il est présent. Mais moi, quand tu parlais d'un autre joueur que tu voulais mettre en avant, je pensais que tu allais parler de Yannick Herren. Parce qu'il fait un excellent début de série lui aussi. Et dans ce match numéro 2, c'est 7 tirs cadrés pour Yannick Herren, ce qui est vraiment beaucoup. Et il est actif. Je trouve que très ou trop souvent, quand on a un Yannick Herren qui est décevant, t'as l'impression que c'est lui le spectateur numéro 1 du match. Promis, je fais pas de blague sur les huis clos, parce qu'on a dit qu'on arrêtait. T'as l'impression que c'est lui le spectateur numéro 1 du match. Il est là, puis il fait des tours de glace, il fait du short track, puis après il va se poser sur le banc, puis il revient, puis il fait un tour de glace. Puis là, pas. Là, il est actif et il est impliqué offensivement. Et c'est quand même un joueur qui a le sens du but et qui a marqué déjà le match numéro 1. Mais sur ce match numéro 2, il aurait peut-être aussi mérité un but, ou en tout cas, il n'est pas passé loin. Et là aussi, encore une fois, comme on disait, hein, les duels de première ligne, si elles arrivent à s'équilibrer, derrière, il faudra que des joueurs de soutien, sans être dépréciatifs, soient capables d'élever leur niveau de jeu. Et c'est ce qui est en train de faire Yannick Herren. Ça n'a pas marché lors de ce match numéro 2. Fribourg était plus proche de voler le premier match à l'extérieur que Genève ne l'était, mais au bout du compte, c'est comme Lausanne-Zurich, hein, on repart pour un best of 5 et puis Fribourg a toujours l'avantage de la glace, mais la pression, elle est à Fribourg maintenant. Tu disais, je veux pas
dire que c'était tout faux, mais Eren, 7 tirs, c'était lors du premier match. Sur le deuxième match, selon le site de la Ligue, c'est 4 tirs. Ah, c'est 4. Alors, Voilà. je me suis con. Mais à part Gunderson... Parce que moi, j'ai deux actions dangereuses de lui en tête. Et c'est pour ça que ce chiffre ne m'étonnait pas. Mais Gunderson est à 5 et puis Motet à 4. Et puis Souter à 4, d'ailleurs. Ouais. On va pas mettre en avant que les types qui ont tiré au but, mais c'était pour dire qu'effectivement, ceux qui nous ont un peu plus marqués, c'est ceux qui ont été un peu plus visibles aussi sur la glace, pour le coup. Je sais pas si tu as fait attention au début de match, avant la première pénalité, au premier engagement, la ligne qui a été envoyée par Christian Dubé. C'était Di Domenico, Desharnais, Motet, à la place de Stolberg. Et en fait, il avait un petit peu brassé ses lignes. Et j'aurais bien aimé voir comment, vu qu'il y a directement une pénalité, ça a un peu cassé le rythme des changements. Et j'aurais bien aimé voir quelle était l'idée derrière la tête à ce moment-là, en envoyant Di Domenico Desharnais sur l'Aufstellung. C'est pas écrit comme ça. Hein. Ouais. Mais il a sur les premiers shifts. Après, on avait encore Stolberg à la place de Sprunger avec Walzer et Bikoff. Il y a eu quelque chose de tenté en début de match par Christian Dubé. J'arrive pas à voir ce qui s'est passé. Enfin, concrètement, vu qu'il y a eu trop de changements liés au powerplay, et donc de lignes qui se sont brassées d'elles-mêmes, qu'est-ce qui était voulu, qu'est-ce qui ne l'était pas à la suite de ce premier shift? Mais je me demande si en fait, l'idée là derrière, c'était d'avoir une arme offensive supplémentaire sur une autre ligne que Di Domenico et d'avoir celle-ci qui est défensivement peut-être un tout petit peu plus rugueuse, on va dire, face à la ligne de fer, peut-être. Je sais pas. Et je trouvais intéressant de voir qu'il y a eu un petit switch alors que Fribourg avait gagné son premier match, mais Dubé avait quand même voulu faire quelque chose. Malheureusement, on n'a pas pu le voir. Moi, je me demande si des fois, il met pas aussi 2 joueurs capables de gagner des engagements si jamais tout d'un coup un joueur est rejeté, tu sais. Et puis d'avoir aussi une possibilité d'avoir peut-être un deuxième centre. Pas sur le premier engagement. Mais pas sur le premier engagement. Non. On est d'accord. Et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode 2 de la semaine, épisode 31 de la saison de Colfax. Un horaire inhabituel en même temps avec des matchs tous les 2 jours. Vraiment, tous les 2 jours, il va falloir s'habituer à ces horaires inhabituels, justement. On fait comme la Ligue, on change on bouscule les codes. Exactement. Semaine prochaine, on se retrouvera très 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 probablement mardi et jeudi, vu qu'il y aura des matchs lundi, mercredi et vendredi. Et d'ici l'épisode de mardi, on est toujours à disposition pour échanger sur les réseaux sociaux, pour répondre à vos questions dans les épisodes si questions il y a. Pour aller boire des verres en terrasse. le lundi ou le mercredi avant les matchs, ouais. Et sinon, continuez de nous écouter. Spotify, on est présent, SoundCloud, YouTube, Apple Podcast, etc. Et attendez impatiemment nos pronostics sur notre page samedi matin. Là aussi, un horaire un petit peu inhabituel. En tout cas, prenez soin de vous d'ici le prochain épisode et profitez bien de ces playoffs. Un bon week-end.